Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour parler un petit peu de la relation de maître à disciple dans le bouddhisme zen. Sujet un petit peu fastidieux parce que finalement, la relation de maître à disciple, on peut dire qu'il y en a autant qu'il y a de relations entre chacun des disciples avec chacun des maîtres. C'est exactement pareil que dans les relations sociales de tous les jours. Vous avez une relation avec votre patron, vous en avez une autre avec votre conjoint, vous en avez une autre avec vos amis, et ainsi de suite. Les relations, elles sont d'humain à humain. Chaque relation a sa particularité. Et dans la relation de maître à disciple, on ne peut pas définir ça de façon formatée, absolue, qui conviendrait à tous. Il y a autant de relations de maître à disciple qu'il y a d'individus pour la créer, c'est-à-dire dès qu'il y a un maître et un disciple, il y a une relation pleine et totale, qui sera différente du même maître, par exemple, avec un autre de ses disciples. Un maître, il a une relation totale avec chacun de ses disciples, qui n'est pas forcément exactement la même. Donc, on ne va pas définir ce qu'est la relation de maître à disciple proprement dit. Mais l'idée ici, c'était plutôt de démystifier pour les gens un peu laïcs, qui ont un regard extérieur, qui découvrent le zen et qui souvent prennent très peur à cause des formes dans le zen, et qui prennent peur à cause des cérémonies, qui prennent peur justement à cause de ces relations de maître à disciple, qui pour eux semblent très hiérarchisées d'un point de vue clérical. Et comme si quelqu'un avait du pouvoir au-dessus de l'autre et que l'autre se soumettait, des choses comme ça, enfin des visions un peu hâtives, parce que justement ces gens souvent découvrent le zen, voient les formes, voient toutes ces choses, et tout de suite portent un jugement sans avoir pris le temps de pratiquer, sans avoir eu la patience de traverser les choses pour mieux les comprendre en profondeur par eux-mêmes, par leur propre expérience, par leur propre pratique. Donc ils jugent et vite ils fuient. Et c'est de là que certains, des fois, essayent de pratiquer un zen autodidacte tout seul de leur côté, en ayant simplement quelques lectures à l'appui, en faisant zazen tout seul dans leur coin, et sans rejoindre la sangha. Parce que la clé dans tout ça, c'est que même si dans le bouddhisme zen tel qu'il est aujourd'hui chez nous en Europe, admettons, s'il y a des lacunes, ce n'est pas en jugeant et en fuyant qu'on va améliorer ces lacunes, ce n'est pas en cherchant à faire un meilleur zen ailleurs que ça va améliorer celui qui existe déjà. Et qui, je le rappelle, celui qui existe déjà repose quand même sur une tradition qui est millénaire. Ça part du Bouddha historique, Shakyamuni, dans le nord de l'Inde, il y a 2600 ans, longtemps resté en Inde, puis très longtemps en Chine, développement, avec beaucoup de pratiquants, très longtemps au Japon, des siècles, avec beaucoup de pratiquants, pour enfin arriver en Europe, où chez nous c'est tout neuf, ça a à peine en moyenne 50 ans. Donc tout ça, ça repose sur quelque chose une tradition de longue haleine, millénaire, pratiquée par un très grand nombre de personnes sur des siècles et dans plusieurs pays. Donc on ne peut pas rejeter tout ça de but en blanc en disant ouais c'est trop clérical, c'est tout dans les formes, ça veut plus rien dire et tout ça. Pour pouvoir faire un zen juste, déjà il faut pratiquer avec la sangha. Et justement c'est ça l'idée, c'est que on ne peut pas se séparer pour améliorer les choses. N'oubliez pas que sangha ça fait partie des 3 joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha. C'est-à-dire que si on estime qu'il y a des lacunes dans le zen d'aujourd'hui et qu'on a envie de changer ça, on ne va pas fuir en jugeant puis en essayant de faire mieux ailleurs. Comme c'est la sangha, c'est les 3 trésors, on reste avec la sangha et c'est là qu'on transforme en unité, on unifie les choses, on les divise pas. Juger pour se séparer puis faire son petit truc dans son petit coin, c'est porter un jugement, c'est créer de la dualité. Et qui dit que nous, on va être capable de faire mieux que ce qu'ont fait les autres pendant 2600 ans? C'est très prétentieux, orgueilleux quand même. Donc, on va d'abord rester avec la sangha, l'un des 3 trésors, on va pratiquer. En pratiquant, on va transpirer les choses par notre propre corps, par notre propre expérience. On va donc beaucoup mieux les comprendre en profondeur. Et là, si vraiment il y a lacune, c'est ici qu'on les change. Par nous-mêmes, parce que n'oublions pas que le zen d'aujourd'hui comme le zen de demain, par cause à effet, c'est nous.
Le zen, c'est pas quelque chose, le zen, c'est la pratique de la voie. Et donc, c'est zazen, samu, tout ça, mushotoku. Donc, le zen, c'est la pratique. Donc, c'est nous, en pratiquant, qui créons le zen d'aujourd'hui, qui créons le zen de demain. Rien n'est figé, rien n'est écrit, rien n'est imposé. Si on a une chance, c'est justement le bouddhisme en général, c'est quelque chose qui n'est pas dogmatique, qui est plutôt libre et qui évolue, qui a conscience de l'impermanence et donc du changement, justement. Donc, changer les choses peut-être, sûrement, mais on change les choses de l'intérieur en étant présent avec la Sangha, en pratiquant avec la Sangha, en cherchant à unifier les choses. On est des bodhisattvas. On n'est pas là pour critiquer, se diviser, puis créer d'autres choses qui seront pas forcément mieux. Donc, la relation de maître à disciple, ça n'a rien de clérical, ça n'a rien de hiérarchique, parce que le maître, faut pas considérer que le maître est plus élevé, plus haut que le disciple, et que le disciple se soumet. Déjà, quand le disciple suit un maître, c'est le choix du disciple. C'est le disciple qui choisit de suivre quelqu'un, de suivre son exemple, de suivre sa pratique, tant qu'il le veut. Il peut arrêter ça quand il veut, finalement. Il n'est pas attaché. Et le maître ne devient le maître qu'à partir du moment où il est un disciple. Sans disciple, un maître... bon, bah voilà, il fait comme tout le monde, hein. Il se lève le matin, il fait son petit truc et puis il va se coucher le soir, mais il n'est pas plus maître que quiconque s'il n'a pas de disciple. La relation de maître à disciple, en fait, c'est une espèce d'unité qui se fait à deux. Le disciple crée le maître crée le disciple. C'est une relation où les deux pratiquent ensemble conjointement et les deux avancent ensemble dans la pratique conjointement. C'est juste une transmission, en fait. C'est pas quelle est une hiérarchie qui va imposer à quelqu'un qui n'aurait rien pigé, de façon dogmatique. C'est juste un avancement dans la voie, main dans la main, entre quelqu'un qui a une grosse expérience, quelqu'un qui en a moins, et puis quelqu'un ayant choisi l'exemple de celui qui a une grosse expérience parce que son exemple, justement, lui parle, et en prenant cet exemple, au jour le jour, avec les années, avec la pratique, il devient le maître machinalement, finalement. Et puis la transmission, elle se fait comme ça. La relation de maître à disciple, c'est une relation humaine au travers de la pratique du zen, où chacun avance conjointement, en unité, c'est la Sangha, et il n'y a pas de hiérarchie dans la Sangha. Même dans tout le fonctionnement d'un temple zen, on comprend très bien dans son fonctionnement que tout le monde a la même égale importance. Il y a le Godo qui dirige la session, parce qu'il faut bien que quelqu'un dirige la session. Il y a des gens qui l'aident à cette tâche, qui sont assez proches, qui vont l'aider, le Tanto, le Shuso, qui dirige tout ce qui se passe dans le dojo, qui donne les fonctions, qui est pour les cérémonies et tout ça. Enfin, chacun a une fonction, mais chacune des fonctions, on se rend bien compte que c'est juste un maillon permettant que quand tous les maillons sont là, la boucle se ferme et tout fonctionne à merveille. C'est-à-dire qu'il faut aussi des gens qui fassent le service, il faut qu'il y ait des gens qui fassent le ménage. Moi, longtemps à la Gendronnière, je faisais le ménage, nettoyer les toilettes et tout ça, ça peut encore m'arriver. Hein. C'est pas un temps puis ça s'arrête et puis on évolue. Enfin, il n'y a pas d'évolution finalement dans ce domaine-là, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie et que tout est intéressant. Quand on comprend la notion du bodhisattva et de la pratique dans la Sangha, et que celui qui fait du pain, c'est super important, les gens qui sont en cuisine, c'est super important, parce qu'autrement on mange pas, on peut pas faire zazen. Si le dojo est dégueu, eh ben c'est chiant pour faire zazen, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est important dans la Sangha, et puis croyez-moi, ça repose sur une expérience. L'organisation dans un temple zen, c'est quand même super calé. C'est dur de faire mieux au niveau de l'organisation. Après, j'ai entendu souvent les histoires financières. Moi, tout ce que je connais jusqu'à maintenant des temples zen, ça fonctionne toujours sur des associations loi 1901, c'est-à-dire des associations à but non lucratif. Bien sûr, il y a de l'argent qui circule parce qu'il y a des fonds, mais ce n'est pas à but lucratif, c'est-à-dire ce n'est pas pour faire des bénéfices, ce qui serait... où il y aurait des bénéficiaires. Une association loi 1901, elle est autonome, elle se suffit elle-même avec ses propres membres. Et le peu qu'on est amené à cotiser, c'est uniquement pour son hébergement, sa nourriture,
est le fonctionnement global du temple dans lequel on séjourne et de l'association qui le gère. Mais chacun met un peu la main à la pâte de façon très raisonnable, contrôlée. C'est-à-dire, un séjour dans un temple zen, ça coûte vraiment pas très cher. Ça correspond vraiment parce que vous êtes nourri, logé, blanchi pratiquement pendant que vous êtes dans un temple zen. Vous payez donc l'eau, la nourriture, l'hébergement, le chauffage. C'est tout, rien d'autre. C'est pas à but lucratif, c'est juste un fonctionnement. C'est-à-dire que bien sûr, il y a des bénéfices, mais ces bénéfices, ils sont réinvestis pour l'entretien des bâtiments, et ainsi de suite, quoi, pour faire tourner la boutique. Voilà, dès qu'il y a des bénéfices, ils vont être utilisés comme pour le fonctionnement du système global, du temple, de l'association, et ainsi de suite. Il n'y a pas de bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce sont tous les pratiquants qui viennent pratiquer finalement. C'est le but d'une association, loi 1901. Moi, tous les temples que je connais, ils fonctionnent comme ça. Donc voilà, la relation de maître à disciple, c'est une relation humaine au travers de la pratique du zen qui se fait dans le temps. C'est une transmission de la voie du Bouddha au travers de la pratique du zen, dans sa tradition, dans la tradition zen. Et il n'y a pas de hiérarchie, tout est humble, c'est-à-dire le maître, il a l'humilité d'enseigner à des disciples, ce qui doit être sûrement très difficile, une grosse responsabilité. Et le disciple, il a l'humilité de choisir, de suivre le maître qui lui sert d'exemple, et de le faire le plus efficacement possible, enfin le mieux possible pour lui-même, pour sa propre pratique finalement. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Enfin voilà, j'espère qu'avec tout ça, j'ai éclairci un petit peu. Pour finir, l'idée vraiment, c'est quand vous rencontrez le zen dans un groupe de zazen, dans un dojo, dans un temple, prenez le temps, parce que bien sûr vous allez voir beaucoup de formes, tout ça, je vous dis, il y a 2600 ans d'histoire, c'est passé longtemps par le Japon, on est d'accord qu'au Japon, ils sont très raffinés, ils sont très dans la cérémonie, ils peaufinent beaucoup les petits détails justement, même en dehors du zen, quoi, dans la vie de tous les jours, au Japon, c'est plutôt raffiné, réfléchi, c'est méticuleux, c'est précis. Ça a aussi transpiré sur le zen, ça, mais c'est très joli à pratiquer aussi. Après, je vous dis, s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut rester à l'intérieur, il faut prendre le temps de pratiquer, de comprendre, mais quand ça ne va pas, on reste avec la sangha et on change ce qui ne va pas dans la sangha. On ne se divise pas pour aller créer son petit truc à côté. Après, il y aura 150 millions de zen qui n'ont plus aucun sens. L'idée, c'est il y a un zen, il suffit largement, ce qu'il faut, c'est l'amener dans la bonne trajectoire, parce que le zen, c'est nous, c'est notre pratique au jour le jour, par cause à effet. Le zen de demain, c'est celui qu'on pratique aujourd'hui. Faisons-le tous ensemble, avec ce qui existe déjà, qui nous est offert. Moi, c'est à l'heure d'aujourd'hui, on est en 2018, c'est l'idée que j'en ai. J'ai aussi mes idées que j'avais pas envie de dire ici parce qu'elles sont personnelles, sur le zen en général, mais moi je reste à l'intérieur du zen. Je vais de temps en temps, dès que je peux, au temple où je pratique, je suis mon maître. Et voilà. A plus pour un sujet futur. Bye, super vachement merci de suivre toutes ces vidéos, de rester sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Si vous avez envie, vous serez notifié des prochaines vidéos qui sortiront. Le petit pouce vers le haut pour booster un petit peu la visibilité de la vidéo. Partagez la vidéo et laissez des commentaires. Je réponds toujours. Merci beaucoup, à plus.